La girelle fait partie de la famille des labridés. Les labridés sont réputés pour avoir des colorations et des livrées qui changent beaucoup selon les périodes de l'année, selon les périodes de reproduction et selon les humeurs, le stress ou le mécontentement, l'agressivité. C'est des poissons qui changent beaucoup de coloration. La girelle, moins que les autres labridés, mais surtout chez les genres labrus et crénilabrus, on retrouve beaucoup ce type de changement de coloration. On trouve la girelle en Méditerranée, également dans tout l'Atlantique Est, donc du nord de l'Atlantique Est, côte de Norvège, jusqu'au Gabon. La girelle vit plutôt sur les petits fonds, l'été principalement, en grand nombre, les fonds rocheux, les fonds de sable, les herbiers de Posidonie. Donc petits fonds entre 0 et 20 mètres. L'hiver, elle se retrouve un petit peu plus profonde, de 60 à 100 mètres, dans des eaux un petit peu plus froides. Alors la girelle adulte fait entre 20 et 25 cm et elle pèse environ 50 grammes. Pour les plus grosses, ça va dans les 70 grammes, pas plus. Et elle peut atteindre 5 à 7 ans de longévité. Alors c'est un poisson carnassier qui chasse surtout les crustacés, les petits mollusques, les vers, qui peut manger les oursins aussi, qui casse les testes d'oursins pour les manger quand ils ne sont pas très gros. C'est pour ça d'ailleurs, pour les attirer, les plongeurs avaient l'habitude, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, à casser des oursins sur les rochers pour pouvoir justement voir le nuage de girelle s'affoler un petit peu tout autour. Et bon, ça se fait moins maintenant avec la disparition de l'oursin dans certaines parties des côtes. Donc c'est un poisson qui vit en grand nombre sur les fonds rocheux. Il y a 3 types de girelles différentes, on va dire, puisque c'est un animal qui est hermaphrodite lui aussi. Mais c'est un hermaphrodisme protogyne, donc qui normalement débarque sa vie en tant que femelle pour par la suite se transformer en mâle. Mais ce n'est pas un hermaphrodisme protogyne strict, c'est-à-dire qu'il y a aussi des mâles qui naissent mâles. C'est ce qu'on appelle les mâles initiaux. Donc en fait on a trois types d'individus girelles. Vous avez les girelles communes qui naissent femelles, qui sont avec un dos brun et une ligne longitudinale blanche sur les flancs. Par la suite, cette girelle femelle peut se transformer au cours de sa vie en girelle mâle, qu'on appelle aussi girelle royale. C'est le deuxième nom. Donc en fait la girelle royale dont on peut parler, c'est exactement la même espèce que la girelle commune, sauf que c'est le mâle. Donc ça, cette transformation, elle se passe au cours de leur vie. Tous les individus qui font plus de 18 cm, 20 cm sont tous des mâles, la plupart. Le mâle, lui, il a un dos plutôt vert, bleuté, avec une bande sur le flanc en zigzag, orangé, et une tache noire sur les flancs. Voilà, c'est les individus les plus gros. D'un autre côté, on peut trouver également des mâles initiaux, qu'on appelle initiaux, à contrario avec les mâles terminaux, justement, la girelle royale. Et ces mâles initiaux naissent en tant que mâles, ont la même coloration que les femelles, et au cours de leur vie, soit peuvent subir une transformation et devenir mâles terminaux, soit rester mâles initiaux toute leur vie. Donc la girelle se reproduit plutôt au printemps-été, d'avril à septembre. Pour la reproduction, le mâle terminal, la girelle royale, choisit un territoire. Donc il y a une grande compétition entre les mâles pour les territoires, puisque les femelles ont tendance à choisir leur mâle reproducteur en fonction du territoire et pas en fonction du mâle forcément. Donc une fois qu'il a choisi son territoire, il attire les femelles viennent et lâchent leurs œufs en pleine eau lors d'une espèce de remontée en surface très rapide. Et à ce moment-là, le mâle vient féconder ses œufs. Ces œufs sont pélagiques. Pendant cette phase-là où les femelles libèrent les œufs, les mâles initiaux viennent essayer de féconder un petit peu les œufs également sans se faire voir des mâles terminaux. Donc c'est un petit peu comme ça qu'ils arrivent eux aussi à se reproduire, même en tant que mâles subalternes. Les œufs sont pélagiques et une fois éclos, les larves également sont pélagiques durant les premiers stades de leur croissance. Par la suite, les juvéniles sont réputés pour avoir des comportements de nettoyeurs. Donc ce qui fait de la girelle un labre nettoyeur temporaire, puisqu'ils ont tendance à déparasiter les autres poissons. La girelle s'enfouit dans le sable la nuit pour dormir. Également lorsqu'elle se sent agressée ou qu'elle est en danger, elle va s'enfouir dans le sable.
Également l'hiver, quand les eaux sont trop froides, à ce moment-là, elle va dans le substrat pour hiberner. La girelle n'est pas un poisson très recherché, hein. On peut la faire griller pour de la friture. Elle est quand même pêchée au girelier essentiellement, des sortes de nasses avec des entrées sur le dessus, spécifiques aux girelles. Et donc elle est aussi pêchée au filet, mais plus rarement. Nous trouvons la sope en Méditerranée, et également en Atlantique Est, de la baie de Biscay au Sierra Leone, avec toutes les îles de la zone, Madère, le Cap-Vert, les îles Canaries. La famille de la sope, c'est la famille des Sparidés, qu'on appelle aussi les brèmes de mer. C'est une famille qui regroupe beaucoup de poissons, du type de la dorade, également le sard, et d'autres types de poissons comme ça. La sope, elle a un corps plutôt ovale, avec un museau pointu, des dents saillantes. Elle a une couleur plutôt gris argenté, avec 10 à 12 bandes longitudinales jaune vive et un œil doré. La sope fréquente principalement les petits fonds entre 0 et 20 mètres, les fonds rocheux, les fonds d'herbier. Donc c'est un herbivore qui est sédentaire, qui passe son temps toujours dans les mêmes endroits, et grégaire, donc qui vit en grands bancs, des bancs qui peuvent atteindre jusqu'à une centaine d'individus, souvent de la même taille, et qui passent leur temps à brouter justement les algues qui peuvent se trouver sur le substrat rocheux ou dans l'herbier de Posidonie. Elle parcourt différentes prairies tout au long de la journée et souvent revient à la même zone le soir, donc reste toujours dans les mêmes endroits plus ou moins et passe le plus clair de son temps à brouter. C'est un poisson qui fait en moyenne 40 à 50 cm, taille adulte, et qui peut peser maximum 1 kg. Pour une longévité qui va aux alentours de 7 à 10 ans à peu près. C'est un poisson comme tous les sparidés qui est hermaphrodite. C'est un hermaphrodisme protendre. Au cours de sa vie, il a une transformation en femelle. Donc cette transformation, elle a lieu vers 3-4 ans. Et donc ensuite, les œufs et les larves sont pélagiques. Lorsqu'ils sont juvéniles, ils vivent en banc près de la surface, dans les petits fonds. Et à cette époque-là, ils sont plutôt omnivores. Ils se nourrissent de petits crustacés. C'est que par la suite qu'ils deviennent véritablement herbivores. C'est un poisson qui est pêché au filet, au chalut, qui est pêché à la ligne avec du pain ou des algues, également qui est pêché en chasse sous-marine. C'est un poisson qui est assez méfiant. Il ne s'approche pas très facilement quand il est en banc, mais à l'agachon, on peut arriver à ce qu'il prenne confiance et qu'il se rapproche. Voilà. Après, au niveau de la dégustation, c'est pas une chair qui est très prisée, parce que c'est une chair assez molle. Et en plus, la sope peut engendrer des syndromes hallucinatoires. C'est pas toute l'année. Selon les périodes de l'année, on s'est rendu compte que ça pouvait être lié à son régime alimentaire. Selon les périodes de l'année, elle broute certaines algues plus que d'autres. Et c'est les toxines que contiennent ces algues qui, elles, la rendent toxique. Et donc en fait, pour consommer la sope, il faut immédiatement la vider après l'avoir pêchée, l'éviscérer, pour justement enlever toutes les quantités d'algues qu'elle a pu ingérer. Et à ce moment-là, après, on peut la déguster sans problème. Par contre, il ne faut pas trop la faire cuire parce que si elle cuit trop longtemps, elle a une chair plutôt caoutchouteuse, donc elle n'est pas très prisée en fait. Parmi les sparidés bien connus en Méditerranée, il y a la dorade, mais il y a aussi les sards. Donc les sards sont des sparidés, il en existe 5 espèces au moins en Méditerranée. Sard en grec, ça veut dire brillant, donc ce sont des poissons qui vont avoir un aspect brillant. Parmi les poissons que nous avons ici à Mare Nostrum, il y a le sard à tête noire, donc c'est Sargus vulgaris, donc on l'appelle tête noire tout simplement parce qu'il a une bande noire épaisse en arrière de la tête et une autre bande noire au début de la queue et des bandes longitudinales jaunes. Et donc ça va lui conférer cet aspect brillant. C'est un animal qui va vivre essentiellement en groupe lors de la saison de reproduction. Donc des bancs très compacts que l'on va retrouver au-dessus des têtes de roche ou bien au-dessus des herbiers de Posidonie ou même au-dessus des fonds sableux.
Il n'a pas d'habitat proprement parlé, il n'est pas inféodé à un habitat en particulier. On peut aussi le retrouver par des fonds de 30 mètres, des tombantes de gorgones, où ils vont arriver à se camoufler lors de périodes où ils vont être un peu plus solitaires. Le sar à tête noire, c'est un animal qui adulte va mesurer à peu près 25 cm, qui est assez piscivore dans son régime alimentaire, mais il n'est pas rare de le voir picorer le sable pour déloger des petits invertébrés ou des vers. C'est un animal qui va se reproduire à la mi-automne, donc on va assister à de gros regroupements d'une cinquantaine voire une centaine d'individus au-dessus des têtes de roche, où le sperme est libéré en pleine eau. Et donc la fécondation se fait en pleine eau, non pas sur le sable dans des nids, comme certains labres en Méditerranée vont le faire. Et c'est des poissons, la caractéristique des sparidés, où la ponte se fait en pleine eau pour coloniser les environs. Un grand nombre d'œufs vont être véhiculés par les courants pour aller coloniser un grand nombre de niches écologiques. Les enrochements, les digues ou les canaux qui vont mener entre mer et lagune à la lagune. Parmi les 5 espèces de sars en Méditerranée, il y a le Diplodus cervinus, c'est le sar tambour en français. Donc c'est un sar qui est assez caractéristique, sa livrée, on ne peut pas la confondre avec un autre, tout simplement parce qu'il a de larges bandes marron violacées, disons verticales sur le corps. Et c'est le plus gros des sars, des 5 espèces de sars qu'on va rencontrer en Méditerranée. Donc, on va essentiellement le rencontrer dans des fonds de 80 mètres et ce sont des animaux qui sont plutôt solitaires ou bien en groupe mais de quelques individus. Une espèce de sar va se nourrir essentiellement, voire quasi exclusivement d'oursins. Donc la bouche est légèrement plus pointue que les autres et il va avoir la possibilité de picorer les oursins pour se nourrir de cela. Donc ils vont manger les gonades d'oursins. C'est un poisson qui est très difficile à pêcher à la ligne. Donc les pêcheurs professionnels vont essentiellement utiliser des filets. Ensuite, vous avez d'autres espèces de poissons qui vont manger des petits morceaux de poissons morts, mais essentiellement ils vont manger du vivant et des petits vers. Donc on va pouvoir les pêcher à la ligne avec des vers qu'on appelle des vers de vase. Donc, ce sont des tout petits vers rouges. Ou alors encore une fois au filet maillant, donc la pêche traditionnelle des petits métiers. Watch